Hello, on se retrouve aujourd'hui avec Johan qui a Resape-moi. Il dit, ou peut-être qu'il a raison, que c'est la friperie luxe et fashion la moins chère de Paris, même de l'univers. C'est ce que tu mets dans tes posts. C'est ce que je dis, je sais pas si c'est vrai. Donc, on va parler finalement de ta spécialité, c'est d'acheter des vêtements pour les revendre au prix le moins cher possible. Donc on a fait un pop-up ensemble et je valide, ces vêtements sont vraiment pas chers du tout. J'avais envie de parler un peu de tout ça, de ta manière de chiner, de comment tu sélectionnes. Mais d'abord, est-ce que tu veux te présenter un peu plus ? Je m'appelle Johan, Resape-moi en friperie, illégal en voyage sur Instagram. C'est vrai que t'as 2 comptes. Ça fait des années que je fais les fripes, que j'ai acheté pour moi, et puis j'ai décidé de faire ma propre boutique friperie. Maintenant, c'est que éphémère, mais peut-être un jour j'en aurai une vraie boutique. Ok, donc c'est vraiment comme ça parce que j'allais te demander comment t'en es arrivé à avoir la fripe. Et toi, on en avait déjà parlé entre nous, c'est vraiment en chinant pour des amis au début, enfin pour toi. Au tout départ, du coup, les premières fois que je suis allé en friperie, j'avais 10-12 ans. J'avais acheté des vestes militaires à l'époque. Mais après, je me suis remis après Covid. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa. J'avais trouvé Guérisol par hasard à Aubervilliers et je trouvais du Yves Saint Laurent à 5 € et tout. Du coup, j'avais fait ma garde-robe de cette manière-là, en achetant des vêtements de luxe pas chers. J'étais content. Des fois, c'était pas les plus beaux, mais vu que c'était pas cher et que c'était de la marque de luxe, je me suis dit, stylé quand même. Après, du coup, j'ai acheté des fringues. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'achetais des fringues pour mes amis. Ok, donc t'as refait ta garde-robe, puis t'as refait celle de tes potes. C'est ça, je me faisais ma petite marge, j'allais à Guérisol m'acheter mes fringues, et si je trouvais un fringue qui les intéressait, je leur achetais, et je mettais, 5-10 balles en plus, ça dépendait des fringues, mais du coup, je retrouvais des pulls Carhartt en laine à 20 balles, trucs comme ça. Ça, c'est horrible, moi, il y a un truc trop malsain que je fais, c'est que quand j'arrive à chiner vraiment pas cher, je calcule combien j'ai payé ma tenue, et après, je calcule combien il faudrait en boutique. Ouais. Et je me dis, belle différence. De toute façon, je pense que nous, vu qu'on s'y connaît, on fait que des bonnes affaires en soi. Oui, c'est vrai. On peut pas trop nous avoir maintenant. Mais du coup, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai découvert l'existence des friperies chères, c'est-à-dire les friperies sélectives, les dépôts-ventes que je ne connaissais pas. J'ai jamais acheté de ma vie dans une friperie sélective ou dans un dépôt-vente. En gros, les friperies hors Guérisol, Emmaüs et pas chères, c'est-à-dire où les gens récupèrent juste des lots de vêtements. Du coup souvent des dons ou de tri d'usines de vêtements pour les revendre à des prix corrects généralement, pas toujours mais généralement. Du coup là les friperies qui revendent des sections précises, par exemple toi t'as autour du cheval, voilà. Moi par exemple la mienne là c'est autour du luxe, mais il y a plein de friperies sélectives autour de plein d'autres sujets. Donc j'ai découvert ça, j'ai vu que ça se vendait très cher le luxe et je me suis dit au final je pourrais peut-être me faire un peu d'argent. Ouais, tu t'es dit que c'était sympa, mais que ça pouvait aussi être un vrai business. Ouais, c'est ça. Donc tout début, j'ai juste mis mes vêtements en dépôt-vente. J'avais juste mis mes chemises que je portais pas, parce que j'avais accumulé beaucoup de fringues, mais je les portais pas tous, que des marques de luxe généralement. Ok, c'était un peu rentré déjà dans un truc de collectionner. Oui, c'était un peu collection, genre je voulais avoir toutes les chemises toutes les marques de luxe en chemise et tout. Ouais, c'est un peu des objectifs, un peu carte Pokémon. C'est ça. Comme t'en vends aussi, c'est ça. Mais du coup, au début j'ai vendu ça marchait moyen, mais vu que littéralement je les achetais, ça se revendait en magasin 110, alors je touchais que 50 € du coup. Oui, donc, avec la marge du dépôt-vente, parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément, mais quand on vend en dépôt-vente, on touche entre 40 et 50. Généralement, c'est 50% hors taxe. Le plus souvent, c'est ça. Ça varie, mais ouais. Ensuite, par hasard, j'ai découvert une boutique. Malls Store, Mall Store à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Ok, je connais pas du tout. C'est une boutique comme une autre. Ils se sont lancés. C'est une boutique où ils font plein de choses différentes. À la base, ils vendaient du CBD. Tu pouvais faire un tatouage en haut. Il y avait du yoga en bas. Ils m'ont proposé que du coup je dépose des fringues chez eux, chose que j'ai faite. Sauf que du coup, ça dérange moins d'avoir des prix très élevés quand tu es en dépôt-vente, mais là, du coup, c'était moi qui mettais des vêtements. Oui, tu avais commencé déjà à créer l'identité de ta friperie. Pas trop, j'avais commencé, mais j'avais pas trop parlé sur les réseaux, parce que du coup, par exemple, je vendais mes chemises de luxe, j'avais mis un prix fixe, 65 € pour les chemises de luxe, ce qui est pas cher pour certaines et très cher pour d'autres.
Ok, ouais, au moins tu t'y retrouves dans ta marge en fait. Ouais. Tu t'équilibres quoi. Mais du coup, déjà à l'époque, je sourçais pas mes vêtements de la meilleure manière. Quand j'avais acheté des chemises à 20 euros, 25 euros, en fait, même si ça paraît, enfin, avec la marge de la boutique et tout, en fait, je gagnais rien. Et là, du coup, je gagnais vraiment très peu, mais c'était un test. Donc, j'ai pas gagné beaucoup de thunes, mais ça marchait quand même un peu. Mais le problème, c'était surtout se sourcer, quoi. Ok. Ça a été un premier test. C'est ça qui t'avait un peu mis le pied à l'étrier. C'est ça. C'est pas là où je me suis dit, je vais me faire un max de thunes. Mais bon, c'était un test, quoi. J'en ai pas fait beaucoup la pub sur les réseaux parce que j'assumais pas forcément trop de vendre à... Alors, c'était pas non plus trop cher, mais j'assumais pas de mettre des prix aussi élevés quand même. Ok. Oui, en fait, dès le début, t'as voulu que ton identité soit de vendre des vêtements pas chers. Bah, en fait, moi, ouais, ça me faisait kiffer quand tu vas à Guérissol de trouver une chemise de luxe. Alors, à 5 euros, ça arrive, mais plus souvent à 20 euros. Et du coup, tu trouves à 20 euros un Balmain, un Hermès. Grave, il y a un sentiment de fou quand ouais, voilà, c'est trop bien. Des pièces pas chères. Et du coup, je suis parti à Taïwan après. Ok. J'ai fait les marchés aux puces, j'ai trouvé des trucs sympas et tout, mais pas des dingueries, surtout que j'avais pas ramené 30 000 francs de Taïwan, quoi. Sinon, ça te coûte limite plus cher de ramener que d'acheter en France. Je crois que j'en ai ramené même pas 10, j'ai dû en ramener 6, 7, mais des trucs stylés. Et à Taïwan, du coup, je me suis mis à chercher plus sur Internet, Vinted. Ok. Et du coup, là, je me suis rendu compte, pendant très longtemps, en fait, je faisais les guérissols. Et quand je trouvais un fringue et je me disais, est-ce que ça vaut cher? Je me posais la question, j'allais sur Vinted. Et tout le temps, je trouvais que c'était pas cher sur Vinted. Et je me disais juste, en fait, le marché, il est pas cher. Mais en fait, non. C'est juste qu'il y a des bonnes affaires sur Vinted, il faut juste bien les chercher. Exactement, je suis totalement d'accord. C'est comme en friperie, en fait, c'est la même chose. Il faut juste prendre le temps de trouver ce qui te plaît, de trouver ce qui est pas cher, de parfois négocier. Ouais. C'est un peu le même principe. Et du coup, j'ai fait mes recherches. Il y a des vêtements qui sont quasi impossibles à trouver pas cher sur Vinted, mais il y en a qui sont plus simples à trouver. Il y en a, et du coup, au fil du temps, j'ai fait mes recherches et tout, et je me suis rendu compte que t'as des fringues, ça fait des années qui traînent sur Vinted, que personne n'en veut, parce que les photos sont nulles, que des fois il y a des petits défauts aussi, donc ça. Oui, ça te fait un peu de trucs à réparer aussi, mais ça fait partie du jeu. Et des fois, les défauts sont très simples, mais c'est réparer ou à se débrouiller pour. Genre, il manque un bouton, un truc comme ça. En gros, il y a plein de bonnes affaires sur Vinted, mais des fois, c'est juste parce qu'ils sont mal référencés, c'est difficile à les trouver. Moi, ça me prend du temps à les trouver. Des fois, ça m'a pris du temps au début. Maintenant que ça fait longtemps que je suis dessus, je trouve beaucoup plus facilement. Ouais, t'as développé ta stratégie. Voilà, donc je trouve beaucoup de vêtements sur Vinted. J'ai aussi des bons plans via des collègues de friperie qui ont aussi des bons vêtements. Donc finalement, ta manière de te sourcer, elle a beaucoup évolué. Oui, en fait, le fait que du coup je me suis lancé en me disant que je pouvais me faire un friperie, c'est parce que du coup, via Vinted et moyen de manière générale de trouver des fringues, j'ai réussi à me sourcer beaucoup moins cher, ce qui a permis du coup de vendre mes vêtements pas cher. De manière globale, je suis assez transparent, mais du coup j'essaye de faire du x3 pour être rentable. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'il y a les charges qui rentrent, oui. Enfin, il y a les charges qui passent, la loc, les déplacements. Mais sans même se justifier, en fait, en auto-entrepreneur, vu que tu es taxé sur le chiffre d'affaires, que tu as les impôts aussi de fin d'année, bon, la CFE, là, ça va, mais tu as tous les petits l'impôt avec l'URSSAF et compagnie. Tu peux pas être rentable, sachant qu'en plus tu as des invendus et tout, si tu te débrouilles pas très bien au début, surtout quand tu sais pas qu'est-ce qui se vend et tout, faut faire du x3 minimum, et x3 c'est très peu en vrai par rapport aux autres prix. En fait, c'est aussi parce que vu que t'es pas cher et que tu as une très bonne communication, toi tu arrives à faire beaucoup de volume, ce qui te permet de garder ces prix. Oui, non, c'est ça. Mais ouais, je connais des friperies où ils font minimum du x8. Chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas une x8, ça peut être bien aussi, ça dépend. Après, ça dépend ce que t'as, quoi. Genre, si c'est bien réfléchi par rapport aux vêtements, quoi. Oui. Mais ça peut être du x20. Les gens, ils peuvent faire. Il y a des gens, ils trouvent des fringues vraiment pas chères. Mais bon, du coup, moi, généralement, je paye quand même mes fringues assez chères comparé aux autres friperies, parce que je les achète une par une. Donc, je sais pas, moi, en moyenne, je dois acheter mes vêtements à peu près à 10 € en moyenne. Et tu as une médiane, tu avais dit à 34 par exemple au pop-up. Là, le dernier pop-up, j'avais une médiane de vente à 34. Généralement, je suis plutôt 29 et en été, je suis plutôt même à 25. Ok. En médiane. Donc la moitié des vêtements vendus en été à moins de 25 €, la moitié des vêtements en hiver vendus à moins de 34 €. C'est à peu près ça que je fais. Oui, donc j'ai pu faire beaucoup de recherches, apprendre. Oui, tu t'es amélioré dans ton sourcing. Exactement. Donc finalement, toi, ton domaine d'expertise autour de la seconde main,
c'est peut-être plus le sourcing même que les pièces en elles-mêmes, Ouais, je pense. le sourcing, par exemple, exemple tout simple, le Emmaüs près de chez moi vend des chemises Kenzo à 35 euros. Ouais, on en avait parlé, c'est vrai. Il y a beaucoup de Emmaüs qui malheureusement sont très chers, parce que beaucoup de fripes viennent se sourcer. Oui, c'est vrai. Aussi, donc ça fait. Moi, je suis pas pour, ça fait augmenter les prix. En réalité, je veux dire, c'est pas un prix déconnant, 35 euros pour une chemise Kenzo, mais voilà, c'est juste un fait. La friperie, le Emmaüs près de chez moi vend les chemises Kenzo 35 euros. Moi, je les vends à partir de 5. C'est pas toutes qui sont à 5, hein. Il y en a quelques-unes qui vont à 5, il y a des petits défauts, trucs comme ça. Voilà, puis il y a aussi la beauté de la pièce qui rentre et les temps. Moi, généralement, je m'en fiche. J'essaye de faire comme Guérissol, c'est-à-dire, j'applique la même marge, x3. Ok, même selon les tendances, c'est ça. Il y aura quelques... tu gardes ta marche. Il y a quelques exceptions, mais disons que du coup la moyenne c'est du x3, x3,5, ça dépend. Par exemple, mes chemises Kenzo, la moins chère est à 5, la plus chère elle va être à 25, 30, peut-être certaines exceptions. Mais du coup la moyenne des chemises de Kenzo que j'ai, elles sont à 15 euros, quoi. Ce qui est pas cher parce que même à Guérissol, elles sont souvent vendues à 20 euros. Alors, on peut en trouver quand même à 5 balles et tout, mais après il faut voir les états, des fois c'est pas forcément parfait. Mais bon, du coup j'essaie de vraiment être pas cher. Après, pas cher, ça veut tout et rien dire. Ça dépend du niveau de vie de la personne, ça dépend de... C'est-à-dire juste qu'il y a des fringues, que je vends aussi des fringues chères. Des fringues à 100 euros, c'est cher. C'est juste que 100 euros, je les vends à 100 euros quand ailleurs, ils vont être vendus facilement à 3, voire 500, voire parfois même 1000 euros. C'est l'exemple parfait, c'est les fourrures Balmain que tu vendais. On va dire que dans la généralité des friperies du Marais ou du dépôt-vente, c'est des pièces qui vont partir le double, voire le triple de ton prix de vente. C'est simple. Du coup, moi, quand je vends pas mes vêtements, le plus souvent, je les mets en dépôt-vente. Et en dépôt-vente, ils mettent ça très cher. Parce que ils essayent d'avoir leur marge, et j'ai ma marge, et de toute façon, ils ont un public cible qui est assez aisé. Ce qui fait que souvent, quand je dépose, enfin, même pas souvent, tous mes vêtements de luxe, quand je les dépose... De toute façon, t'es obligé pour marger, Ouais, mais du coup, quand je les dépose en dépôt-vente, je gagne autant, voire plus d'argent, sachant que je gagne que 50% hors taxe de la vente. Donc, finalement, tu as un peu un double business. Tu as ton business où tu vas vendre avec ta fripe, et tu as ta partie dépôt-vente c'est très minime. Où tu mets pas ton nom. C'est minime. C'est très minime, la partie dépôt-vente, c'est plus mes invendus, mais du coup, mes invendus, au final, sont très recherchés par les gens qui ont de l'argent. mais du coup, typiquement, des vêtements Balmain que j'ai, j'en ai beaucoup, je les vends généralement entre 75 et 110 euros, ce qui n'est pas donné, mais du coup, en dépôt-vente, ils sont vendus, là, j'en ai vendu un la semaine dernière, il est parti à 330. Ok. Et du coup, au dernier pop-up, 95. Justement, entre 75 et 110. La plupart, en fait, la quasi-totalité, c'est vraiment quelques exceptions sinon. En tout cas, pour les manteaux Balmain là, que j'avais. Et du coup, on a l'exemple de quelqu'un qui est même venu pour faire de l'achat-revente sur mes vêtements. Il y en a même très souvent, ils le disent pas tous, mais là, on me l'a dit. Du coup, quelqu'un est venu pour m'acheter 800 euros. Je crois, 10 manteaux Balmain, quoi. C'était ça. 800 euros en tout, du coup. Pour les revendre, sûrement 3 fois plus cher minimum. Oui. Quoi. De toute façon, toi, ton réel avantage, c'est ça, c'est que tu as appris à chercher et aussi, tu as appris, je trouve, en tout cas moi, à, entre guillemets, créer tes tendances. C'est qu'au lieu d'aller dans le sens de tu vas matcher à la tendance ambiante, tu vas commencer à vendre des pièces et c'est limite toi qui vas créer une tendance. Mais c'est vrai. Je sais pas si je crée des tendances, je pense pas forcément. Ou tu es super en avant dessus. Mais par contre, je pense être en avance sur les tendances, ça c'est vrai. Ouais. Déjà, tu fais des paris déjà sur ce que tu vas revendre. Je fais des paris, mais en même temps, personnellement, j'ai déjà acheté il y a des années des fringues qui se revendent une blinde maintenant que j'ai acheté rien du tout à l'époque. Ça, j'en ai vraiment plein d'exemples, plein de vestes que j'ai. Et tu les gardes pour toi, ça ? C'est mes vestes que j'ai achetées pour moi, c'est mes vestes à moi. J'achète pas beaucoup de vêtements pour moi en vrai, donc j'ai pas un gros stock comparé à toi. Oupsie, c'est vrai. Non, mais du coup, c'est vrai que du coup, je préchote souvent les tendances sur certaines pièces. Là, par exemple, on voyait dernièrement, il y a le manteau, les vestes... les Redskins, là. Non, les vestes perses. Le manteau afghan. Oui, afghans. Tu savais même pas que c'était le nom de la tendance. Ouais, moi non plus, je savais pas. Moi non plus, j'avoue, pour le coup. Du coup, les manteaux afghans sont à la mode en ce moment, les fausses fourrures aussi. Je me doutais que ça allait marcher, j'en avais acheté une tonne en été. Bon, j'ai tout vendu. Oui, parce que c'est vrai que t'as ça, tu achètes en été,
mais Oui. t'arrives à prendre de l'avance, à anticiper autant les tendances que ton sourcing. Tu crées des collections, en fait. Du coup, je veux dire, c'est pas compliqué à le savoir. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer aux gens, mais ils ont du mal à le comprendre quand même. Il vaut toujours mieux acheter hors saison pour acheter au meilleur prix. Oui. Même dans les friperies, Guérissol et tout, ça arrive qu'ils aient des choses qui n'ont absolument hors saison. À l'époque, c'est vrai, ils mettent un peu en fin de bac, qui est 1 euro, même chez Fripstar. Même pas, je sais pas, mais en tout cas, moi je me souviens que j'avais chopé des pulls, les Ralph Lauren, les tressés, les pulls tressés Ralph Lauren. Ça, je sais que je l'ai chopé chez Guérissol. Je crois 15 balles, un truc comme ça. Il avait un mini trou à l'arrière. C'est un cachemire, un laine Ouais, laine d'agneau. Putain, c'est pas cher. Moi, j'en ai chopé. J'ai récupéré mon petit trou, il est bien. Hein. Ouais. J'avais chopé un tressé, je l'avais chopé à 5 euros en été. Des pulls à 5 balles, mais qui valent une blinde. Et du coup, dès que tu veux acheter en hiver. Après, même, tu peux aussi viser la fin de la saison. La fin de la saison chez Guérissol. Ouais, ça déstocke un peu. Les gens ont déjà chopé tous leurs vêtements d'hiver. Et tu peux trouver des fringues vachement stylées, même pour pré-shot aussi l'été. S'ils commencent, mais du coup, les gens n'achètent pas encore directement des fois. Enfin bref, les fins de saison, c'est un bon moment pour acheter. C'est quoi, tu penses, du coup, toi, la plus grosse tendance que tu as réussi à anticiper pour le moment ? Déjà là, les manteaux afghans, je l'avais pas prévu, mais ça a très bien marché. J'en ai vendu vraiment des fois 5 par jour et tout. Donc, tes cuirs aussi, je pense. Les cuirs, après, j'en ai pas assez, mais et en plus, mais du coup, c'est un peu à double tranchant. Des fois, j'ai des cuirs de malade. Par exemple, en ce moment, c'est grave la mode des fermetures pompiers, je sais pas comment on appelle ça. Je vois pas du tout ce que c'est les gros crochets. Ah oui, mais t'en as vendu J'en ai vendu le premier jour. Ouais. J'ai vendu ça 38 €, mais je sais très bien, pour source sûre, que dans d'autres boutiques, ça se vend minimum à 200 € et ça part le jour même. Mais bon, après c'est comme ça. Mais finalement, tu fais plus attention aux tendances et à l'esthétique de la pièce qu'à la marque. C'est pour ça le mot fashion aussi, luxe et fashion. Ça dépend. Je joue aussi sur la marque quand même, on va pas se mentir, c'est vrai. Il y a, par exemple, pour être honnête, maintenant j'aime bien quand même les chemises Kenzo, sont belles, mais je sais pas moi, les chemises Balmain, exemple typique. Les chemises Balmain, je les trouve pas, alors sont loin d'être moches, mais c'est pour moi des chemises très classiques. C'est basique, elles sont super basiques. Elles ont rien d'exceptionnel, contrairement Kenzo qui ont souvent des styles assez sympas. Les Balenciaga qui ont une coupe très cool aussi. Les Balmain n'ont rien pour moi de particulièrement exceptionnel. Par contre, j'arrive à les sourcer pas cher. Elles sont quand même cool. Ouais, elles sont qualitatives. Elles sont qualitatives. C'est pas de la merde. Elles ont souvent la petite broderie Pierre Balmain, le petit B, le PB. Les Calvin Klein aussi, elles ont un petit truc comme ça, les Armani. Ouais, voilà. Mais je pense que basiquement, c'est les mêmes, toutes ces marques-là. Oui, c'est pas des pièces trop chères de base, ce qui fait que du coup, moi, je les vendre entre 5 et 30 € pour les plus belles, vraiment d'exception. Mais généralement, ça tourne autour des 20, quoi, à peu près. Souvent un peu moins. Mais du coup, tout le monde est content. Oui, parce que tu as une Balmain. Là, tu vas jouer sur là, tu joues sur le fait que ça soit quand même une marque de luxe. Mais au moins, tu as ma sélection de chemises. La plupart des friperies vont avoir une sélection de chemises, mais ça sera pas du luxe. Elles seront au même prix que moi, donc autant avoir du luxe. Tu vois, oui. C'est pour ça que tu peux jouer sur le luxe et fashion. En fait, le fashion va être un peu... Comment dire ? On peut découper ça en le luxe, ça va ce qui va appeler les gens à venir dans ta boutique, et le fashion sera ton prix d'appel. Il y a les deux. Non, j'ai pas mal de prix d'appel dans le luxe quand même. Mais le fashion, ça sera plus du coup des tendances que j'aime. Par exemple, moi je parie que là en été, on verra, ça se trouve je vais me gourer, mais je parie que Allez, on lance les paris. Je les ont pas un nom précis, ces vestes-là, mais les vestes nylon, en gros les Varsity nylon, il y a plusieurs noms pour ça. Celles qui sont jolies, mais on pue dedans quand on transpire. Moi, j'ai pas encore transpiré dedans, donc je fais le pari que ça va être tendance. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le luxe, quoi. Genre, c'est vraiment pur vintage. Et si tu en trouves de luxe, ça sera encore une plus-value sur tes pièces. Pas... Il y en a pas ? En fait, t'as les vestes de sport qui ressemblent un peu, du Givenchy, du Dior, des comme ça, mais c'est pas, ça peut être en nylon, mais c'est pas ce que j'appelle la veste nylon comme je veux. Toi c'est vraiment la veste sport, quoi. C'est pas sport, c'est veste américaine, canadienne. T'en as peut-être en France, mais généralement c'est que du made in USA la plupart. Les gens qui ont la petite broderie. Les clubs américains. Je vois ce que c'est. Des fois, donc peut-être qu'on va tomber dans une tendance peut-être un peu sportive. Je pense un peu sport en général, parce que tu vois, moi, je vise sur la veste sans manches sport. Ouais, non, mais après, toi, t'es dans un domaine très précis aussi. Ouais, mais je pense, en global, tu vois, moi, j'essaye de voir quand même, je me dis, bon, si ça marche,
en général, je peux essayer de viser dessus. Et je pense que pour le coup, ouais, le truc un peu sport, limite un peu kitsch, un peu années 80. Oui, non, ça va. J'ai un bon espoir là-dessus, ouais. Mais du coup, ouais, non, ça je pense, c'est plus parce que t'as le côté vintage américain qui ressort vachement dernièrement avec les single stitch, les trucs comme ça. Et que personnellement, je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens qui sont pas dans le milieu à fond de vouloir claquer des centaines d'euros pour des t-shirts ou des trucs comme ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais un peu cher et pas trop mon délire. C'est un peu la flemme pour certaines personnes et je comprends. Alors que du coup, acheter une veste entre, moi je pense qu'elles vont tourner autour des 20 et les plus chères, mais pour les exceptions d'exceptions, les trucs vraiment rares, 50 euros quoi. Genre par exemple, des fois j'ai des vestes de la police américaine, j'ai des vestes, j'avais même pas vendu très cher, mais c'était stylé, mes syndicats américains de l'aérospatiale. T'avais des fusées derrière et tout, c'était cool quand même. Vraiment, elles sont belles. Ouais, puis c'est un peu des pièces qui ont une histoire. Bah, et ils ont une ça, histoire. l'air de rien, ça joue beaucoup. Rare parfois, quasiment unique pour d'autres. Oui, avec le nom brodé, ça rend la pièce unique. Et après, moi, je pense que enfin, on verra, hein, peut-être je vais me gourer, mais je pense que dans certains temps, et c'est déjà le cas pour certaines qui sont déjà chères, je pense que dans certains temps, c'est des vestes qui vont coûter une blinde. Pour pas toutes, mais pour certaines, ouais. Les plus recherchées, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a des pièces que tu gardes chez toi très longtemps pour les ressortir après, ou est-ce que tu te dis non, ton stock il bouge pas mal et tu dis bon bah j'ai chiné ça, je le remets en vente direct, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui vraiment gardent chez eux les pièces un certain temps pour les revendre plus tard, ce que moi personnellement je fais. Mais toi, j'ai l'impression que t'es quand même un peu plus dans le one shot, quoi. Ouais, tu te dis que t'en retrouveras une plus tard et tu la mets en vente au prix actuel, au cours du marché. Je m'en fiche pas mal. Faut faire du chiffre, il faut vendre. En plus, justement, je me dis, c'est même pas que faire de la quantité, c'est j'aimerais bien de prouver que j'arrive à pré-shot les tendances. Oui. Et puis là, tu peux la créer, parce que vu que les gens ils savent que c'est moins cher chez toi, ce type de pièces-là, tu commences à en mettre plus, ils vont aller chez toi, ça crée l'effet boule de neige. Mais je pense que du coup, je le fais pas, mais enfin, il y a des gens, ils le savent que du coup, je vends des trucs stylés et qui viennent que pour ça et qui les trouvent pas ailleurs. Mais je vais peut-être me mettre plus souvent à faire des vidéos où je dis qu'est-ce que je vends. Mais je le faisais pas à la base un peu pour faire du gatekeeping, pour pas qu'on vole mes idées, mais en vrai, je m'en fous un peu parce que j'ai aucun problème de sourcing. Oui, puis finalement, c'est ton avantage, c'est que tu sais très bien le faire. Donc, même si tu le dis, bah, les autres gens sauront moins bien le faire que toi, tu as toujours une longueur d'avance. Oui, c'est ça. Je sais pas, moi, je me trouve pas si fort que ça en sourcing, mais faut croire que les autres sont très nuls, je crois, des fois. Donc... J'ai aussi un peu cette impression parfois. Après, il y a la question d'habitude et il y a une grosse question de flemme. Je vois, il y a plein de gens qui se déplacent en pop-up et qui vont prendre des pièces, c'est parce qu'ils ont la flemme d'aller chercher ailleurs. Et que t'es plus, entre guillemets, grand public, t'es accessible sur les réseaux et ils ont peut-être pas l'envie de mettre le temps. Oui, non, mais ça, oui, par contre, alors ça, c'est une question. Moi, je parlais du sourcing par rapport aux autres friperies. Oui, par rapport aux autres friperies, oui. Mais du coup, après, oui, les gens... Non, peut-être que les autres friperies ont aussi parfois des trucs pas chers et qu'ils ont juste envie de mettre très cher, hein. Ça... Moi, je veux pas juger. En vrai, moi, je suis pas dans leur porte-monnaie. Non, mais en vrai, tu fais ce que tu veux. C'est juste que... En fait, le bon prix, c'est le prix auquel ça se vend. Exactement. Si dans le Marais, tu mets ton trench Burberry à 500 et qu'il part, ben, c'est le bon prix. Ouais, c'est le bon prix pour le lieu, c'est le bon prix pour la saison aussi. C'est pour ça, je veux dire, on peut très bien trouver des bleus de travail à 1 euro, mais on peut en trouver aussi à 250 parce que les Japonais, ils adorent ça et qu'ils sont prêts à mettre 250 sans réfléchir. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Mais c'est pour ça que en fait, la mode de la seconde main, de la friperie, des vêtements de seconde main, c'est un marché qui est non régulé. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes... t'as plein de choses qui sont très régulées. Je sais pas, moi, t'achètes l'immobilier, c'est régulié. T'achètes... par exemple, mon exemple, c'est les cartes Pokémon. C'est un marché non régulé, mais beaucoup plus régulé que les vêtements. Ouais. Les vêtements, il y a un effet de hype, de tendance. Et alors, avec les réseaux sociaux, avec les mini-trends, là, ça, c'est un truc de fou. Tu vas avoir une trend sur une paire de chaussures en particulier, vraiment dans un truc très niche. Ça va durer... franchement, maintenant, ça peut être 1 mois. Les gens vont se ruer dessus. Et au bout d'un mois, bam, t'en entendras plus parler. Les gens, ils vont toujours les porter, mais beaucoup moins. Ça, c'est dingue, hein. Non, mais du coup, on est dans un marché complètement non régulé, ce qui fait que je connais des gens, c'est pas mes amis, mais je connais des gens qui ils font ce qu'ils veulent. Hein. Du coup, ils ont là accès, par exemple, à des stocks de friperies pas chers comme Guérissol. Ils vont faire le tour de tout le Guérissol avant que le public normal rentre pour acheter. Et ils vont tout simplement prendre les vêtements qu'ils ont achetés pas cher pour les remettre quelques kilomètres plus loin
aux Galeries Lafayette, dans des portes en Galeries Lafayette, t'as ça, C'est ça, ouais, ou dans d'autres endroits, leurs boutiques, etc. d'autres boutiques, d'autres dépôts-ventes. Ils vont vendre ça sans aucun problème 20 fois plus cher. Ouais, mais moi j'ai vu ce truc-là sur une chemise en particulier. Je pense que tu les avais déjà vues, c'est des chemises où sur les côtés t'as des genres de fausses bretelles et t'as des chats qui grimpent les bretelles. Et bah, cette chemise, je suis allée un jour pour m'acheter de la déco de jardin, genre vraiment un Emmaüs assez loin d'ici. Et quand j'y suis allée, j'ai vu plein de chemises comme ça. J'étais trop drôle, tu vois, elles sont super mignonnes, je kiffe les chats, ma mère aussi. J'en prends une à ma mère. Quelques semaines après, je vais dans le Marais, dans une boutique pareille que je ne citerai pas parce qu'on va pas lancer des vrais pics ici. Non, la chemise, 65 €. Non, comme j'ai dit, et je pense que la personne y en avait plein. Je pense qu'elle a racheté tout le stock à 4,50 chez Emmaüs pour la revendre. Et déjà, j'étais là. Après, le bon prix, c'est le prix auquel ça se vend. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Ouais, ils ont créé une tendance sur cette chemise. Il y en a une. Hein. Non, mais enfin bon, c'est comme ça. Après, non, mais du coup, il y a aussi le coût de la friperie sélective. C'est-à-dire que bon, après, ce sur ça, Emmaüs et tout, c'est un autre problème. C'est un autre débat, clairement. Mais de manière générale, il y a des tonnes de vêtements qui sont pas compliqués à trouver, mais à quelques euros. Faut juste prendre son temps de les chercher. Et du coup, si tu fais une friperie qui est sélective, ou du coup tu fais toute une sélection que sur ça, bah plein de gens seront contents de venir pour acheter directement ça, quitte à ce que ça soit plus cher, voire beaucoup plus cher, que de se faire chier à le chercher. Ah mais moi je les comprends. Et du coup, non, je comprends, mais du coup c'est ça qui fait beaucoup le prix aussi. Tu vois, en fait c'est très bête le comparatif que je vais prendre, mais c'est un peu comme aller dans une fromagerie pour trouver le bon fromage, alors que si tu vas en grande surface, il va falloir que tu compares un peu, il sera un tout petit peu moins bon. Là c'est la même chose. Les gens ils vont dans la friperie sélective, ils ont déjà leur sélection de fête et ils sont sûrs qu'il n'y a pas de défaut, contrairement à une friperie non sélective. C'est ça. Comme une fromagerie. C'est pour ça que moi, je conseille souvent aux gens, si vous avez jamais été en friperie avant, si vous êtes en région parisienne, mais il doit y en avoir dans d'autres coins aussi, je conseillerais d'aller d'abord à Guérissol. Comme ça, tu découvres vraiment c'est quoi la vraie fripe. C'est-à-dire qu'il faut fouiller, il faut tout regarder. Tu vas trouver des trucs bien, tu vas trouver des trucs pas bien, mais c'est vrai que sur 100 vêtements, tu vas en trouver un cool. Malheureusement, ça sera pas ta taille. Bon, bah, dommage. Et du coup, il faudra sur 500, tu en trouveras un bien. Et est-ce que tu en auras vraiment besoin aussi? Parce que c'était peut-être pas celui-là que tu cherchais. Bref. Et c'est là que du coup, tu te rends compte. Alors, moi, j'adore Guérissol. Hein. J'y vais plus maintenant depuis que j'ai ma friperie où du coup, j'accompagne des fois mes potes pour y aller. Mais j'ai plus d'intérêt à y aller, quoi. Ouais, oui. Mais c'est trop bien Guérissol. Mais faut chercher. Mais ça, on voit, nous, on voit beaucoup un type de public qui arrive et qui est un public non habitué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Il faudrait limite tendre vers des friperies moins chères qui ressemblent à des Zara, parce que les gens, ils sont perdus, et ça les incite pas trop à aller vers la seconde main, parce que vraiment, soit il faut leur tenir la main pendant 15 minutes, limite accompagner dans tous les portants, mais tu peux pas les lâcher comme ça. Mais après, moi, c'est pas grave. Moi, je sens ma friperie est faite pour ça. C'est une friperie sélective, comme tout le monde. Enfin, en vrai, il y en a, ils font pas l'effort aussi d'aider les gens, mais tu accompagnes les gens. Mais des fois, ce qui est compliqué aussi, c'est que justement, eux, dans leur tête même, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et je trouve que souvent, il faut rien vouloir. Justement, mais oui, il faut rien vouloir. Ou sinon... C'est compliqué. Tu dis, je veux chercher un manteau, mais tu dis pas, je vais chercher un manteau de telle couleur, avec tel motif, avec tel détail. Tu peux, mais disons que ça va être compliqué. Voilà. Tes chances sont pas les mêmes. C'est vrai. Il y a plein de gens, oui, comme tu as dit, ils rentrent en boutique, ils vont rien trouver parce qu'ils cherchent pas, parce qu'il faut tout regarder dans une friperie, tu sais pas ce que tu vois, genre tu vois pas. Et du coup, on a trop été habitués. Bah, moi, avant, j'achetais mes fringues à H&M. Bah, du coup, je savais même pas, pareil, du coup, en vrai, c'est un peu comme la friperie, je savais pas trop ce que j'allais acheter, j'avais besoin d'un t-shirt. Oui, mais c'est beaucoup plus simple, c'est mieux rangé. Mais ouais, c'est beaucoup plus simple. Et souvent, j'achetais le moins cher, tu vois, j'en avais rien à faire. Mais du coup, ça prend du temps. C'est vrai que ça demande de la réflexion. Alors ça ne demande pas de la réflexion sur la mode, ça demande de la réflexion sur ce que tu aimes, ce que tu veux porter, la qualité de tes vêtements. Plein de gens, quand je leur dis les marques que j'ai, ils me disent, mais en fait, j'en ai rien à foutre des marques. Ouais, genre, je veux tel style. Ouais, voilà. Et tant mieux pour toi, tu vois. Mais Année 2000. Mais n'empêche que quand tu connais tes marques et tout, c'est beaucoup plus simple de trouver après, tu vois. Oui, genre, les pièces qui te vont. Parce que du coup, il y a plein de gens qui se plaignent après. Ah mince, j'ai chopé du Chine, on avait coupé l'étiquette, tu vois. Bon bah, c'est pas simple la friperie. Hein. Ça, moi, disons-le, hein, ça a pris des années avant du coup que je lance ma propre friperie, mais d'apprendre ce que j'aime en fripe, les fringues, qu'est-ce qui est de la qualité. Bon, du coup, de base, moi, je suis ingénieur matériaux. Je me rends compte à peu près de ce qui fait que ça a l'air d'être qualitatif, ça n'a pas l'air d'être qualitatif, et ça prend du temps, ça demande du travail. Et si vous voulez pas faire ce travail-là, chose que je comprends, on n'a pas tous le temps de faire ça, bah faut aller en friperie sélective.
et une bonne friperie sélective qui te correspond. Ouais. Ma friperie, ça sera peut-être pas celle qui correspondra à tout le monde, parce que même si j'essaie d'être le plus large possible, il y a des gens qui cherchent des vêtements très précis que je n'ai pas. Il y a des gens qui cherchent vraiment à avoir des styles un peu pin-up années 50 ou le style un peu baddies des années 2000. Non, mais ouais. Et faut trouver la fripe qui te convient. Et du coup, c'est pour ça que les friperies sélectives sont une très bonne chose. Par contre, du coup, c'est pas encore assez développé, selon moi, par rapport au prix qu'ils vendent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de friperies sélectives, par exemple dans le Marais, dans des quartiers sympas de Paris, mais très chers. Aussi parce que le loyer est très cher et tout. Ils ont plein de raisons pour. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un avenir de la friperie de la seconde main qui va se créer, où justement, de toute façon, il y aura toujours des boutiques qui vont vendre du neuf. Mais je pense qu'on va tendre de plus en plus vers un peu ce qu'on disait, des friperies Zara, entre guillemets, des boutiques vintage, du coup, peut-être moins des friperies sélectives qui ressemblent à des boutiques pour justement drainer une nouvelle population, parce que on peut pas continuer à monter les prix, et en restant sur le même modèle, sur le format un peu pop-up. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va s'installer. Il y a déjà de plus en plus de chaînes de fripes, parce que rien que Tuck, Untucked, même en dépôt, il y a là. Ils ont commencé un peu ce principe-là de chaîne, ils ont ouvert plusieurs boutiques, et je pense que ça va continuer dans ce... Non, ça marche. Moi, je pense que ça va continuer comme ça. C'est cool, en plus, c'est vraiment bien. Je pense qu'on a quand même pas mal débattu de la fripe en général, du sourcing, de tous ces sujets-là. Maintenant, Johan, je vais te demander quels sont tes prochains projets dans ce domaine. Du coup, prochainement, ça sera un projet commun. C'est vrai. La question n'est pas là pour rien. Du coup, Lucille va ouvrir une boutique très prochainement, en février. Prochainement. Je pense, j'espère que mi-janvier, ça sera bon. Okay. Avec Salvo et Patrick de One Again Horizon Vintage. Et du coup, normalement, je devrais être... de ce qu'on a réfléchi, je devrais être du 1er au 10 tous les mois dans cette boutique. Du coup, des pop-up réguliers. Beaucoup plus simple à comprendre parce que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément quand je fais mes boutiques éphémères que c'est éphémère, que je bouge tout le temps. Donc là, ça sera un endroit fixe, tous les mois au même endroit, sur 10 jours, et avec des sélections qui varient. Voilà, donc toutes les informations sur mon compte Instagram Resapmoi, et du coup, du 1er au 10 de tous les mois, normalement. C'est ça, au 47 rue Orfila, Paris 20. Je commence à retenir mon adresse. Et écoutez, n'hésitez pas à nous suivre. Donc sur le compte Resapmoi et Illégal en voyage. Illégal en voyage, c'est un peu ton compte plus général, fourre-tout. Il y a de tout dedans. Resapmoi, c'est vraiment pour tes dates de pop-up, pour la fripe. Et puis moi, sur tous les réseaux avec mon pseudonyme, qui n'est pas mon pseudonyme, parce que c'est un nom-prénom, Lucille Buès. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très vite et à bientôt.